Rendez-vous tout de suite avec l'information et le journal magazine et Gabriel Attal. Gabriel, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. La bataille politique se poursuit en Israël. La commission coronavirus à la Knesset, dirigée par la députée Yifat Shacha Bitton, a autorisé les gymnases à ouvrir à partir de dimanche. Les parcs d'attractions et musées resteront ouverts également le week-end. Dans ce contexte tendu au sein même de la coalition, le président Reuven Rivlin a appelé le gouvernement à arrêter de parler d'élections. L'État d'Israël n'est pas une poupée de chiffon que vous traînez pendant que vous vous chamaillez, a lancé le président de l'État hébreu. On parlera également dans ce journal de l'actualité en France. Le Premier ministre Jean Castex a présenté ce matin le plan pour l'emploi des jeunes d'un montant de 6,5 milliards d'euros. Il inclut notamment des primes pour les entreprises qui emploieront un jeune ou un apprenti. Radio J. Tension au sein de la classe politique israélienne. La commission coronavirus de la Knesset a voté ce midi à l'unanimité en faveur de l'ouverture des gymnases à partir de ce dimanche. Il a également été décidé que les parcs d'attractions, zoos et musées resteraient ouverts le week-end. Et dans ce contexte, la Knesset a voté hier soir également en deuxième et troisième lecture la grande loi du coronavirus. Elle accorde des pouvoirs spéciaux au cabinet pour lutter contre l'épidémie. Effective au moins jusqu'en juin prochain, elle permettra à l'exécutif de décréter l'état d'urgence, de promulguer des règlements et de mettre en place des restrictions dans l'espace public et privé. Cette législation, soutenue par 48 députés contre 35, devrait considérablement limiter le champ d'action de la commission parlementaire coronavirus. La Knesset n'aura désormais plus que 24 heures pour invalider les mesures du gouvernement, et ce exclusivement avant leur mise en œuvre et non après, comme le prévoyait initialement le texte. Et la Knesset a adopté hier en lecture préliminaire la proposition de loi de 2 élus de gauche pour interdire les thérapies de conversion. Cette pratique controversée est encore utilisée dans les milieux religieux pour les jeunes à tendance homosexuelle. Le débat a souligné les divisions dans la coalition et aussi provoqué des rapprochements inattendus. Les explications de Pascal Sunshine. Jusqu'à présent, la thérapie de conversion est légale en Israël, mais massivement dénoncée par le corps médical pour les troubles psychologiques graves constatés chez les adolescents qui s'y sont soumis. Son objectif déclaré est de réorienter vers l'hétérosexualité des jeunes qui se découvrent homosexuels. Alors pourquoi la question suscite-t-elle un tel débat ? En Israël, l'homosexualité n'est plus un sujet tabou. La société s'est libéralisée, en particulier dans les milieux laïcs, mais pour les religieux, c'est plus délicat. Chez les ultra-orthodoxes, les adolescents qui se découvrent une orientation homosexuelle ne peuvent rester au sein de leur communauté que s'ils acceptent de se mettre en phase avec leur identité. Pour les religieux traditionalistes, l'homosexualité n'est plus condamnée comme une transgression morale, mais présentée plutôt comme une pathologie, en tout cas pour la majorité d'entre eux, et c'est là qu'intervient la thérapie de conversion. Pourtant, même dans les milieux traditionalistes, certains jeunes choisissent aujourd'hui d'assumer leur homosexualité tout en restant religieux. Chez les musulmans, en revanche, le tabou reste encore la norme. L'homosexualité demeure une abomination qui doit être cachée ou éradiquée. La situation des jeunes homosexuels dans la communauté arabe israélienne est généralement intenable et les oblige à quitter leur milieu. Et comment cela se traduit sur le plan politique ? C'est ce que l'on a vu hier à la Knesset. Le parti centriste bleu-blanc avait fait de l'interdiction des thérapies de conversion une de ses promesses de campagne, mais en rejoignant la coalition autour du Likoud avec les deux partis ultra-orthodoxes, Shas et Yahadut HaTorah, il était clair que la réforme serait problématique. Le Likoud ne veut pas perdre le soutien de ses alliés orthodoxes, mais dans le même temps, le parti de Benny Gantz ne veut pas apparaître comme ayant renoncé à tous ses principes en échange de son entrée au gouvernement. Les députés Likoud ont voté contre ou sont sortis pour ne pas voter. Seul le ministre Likoud de la Sûreté et homosexuel déclaré Amir Ohana a voté en faveur de la proposition. Quant aux députés orthodoxes, ils accusent les centristes de Gantz d'avoir trahi l'accord de coalition et menacent, en représailles, de faire la grève du vote lors des prochains textes importants en assemblée plénière.
Et du côté des députés arabes, là aussi la réaction a été intéressante. Cette fois, les élus de la liste arabe unifiée ne sont pas restés unifiés. Ceux du parti Hadash, émanation de l'ancien parti communiste, censé être laïque, ont voté pour l'interdiction de la thérapie de conversion. En revanche, tous les autres nationalistes et islamistes ont voté contre. Il faut savoir que les associations LGBT en Israël sont aussi très engagées dans les droits des minorités. Or, ces associations avaient clairement laissé entendre avant le vote qu'elles pourraient ne plus défendre avec la même ferveur les droits des Arabes israéliens sans leur soutien au Parlement. Un message qui semble donc avoir été entendu. Quant à la proposition de loi, elle doit encore passer 2 lectures avant d'être adoptée et d'ici là, les intérêts politiques peuvent encore changer. C'était Pascal Sunshine. Le président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, a haussé le ton ce matin. Il a appelé le gouvernement israélien à cesser d'envisager des élections alors que le pays est englué dans une deuxième vague de la pandémie de coronavirus. Je suis avec une grande inquiétude les développements à la Knesset qui ébranlent à plusieurs reprises le partenariat déjà fragile entre les factions de la coalition, a déclaré Rivlin dans un communiqué. Réveillez-vous, arrêtez de parler d'élections anticipées. Le président a qualifié la possibilité d'une nouvelle élection de terrible et a sévèrement critiqué la conduite des partenaires de la coalition. L'État d'Israël n'est pas une poupée de chiffon que vous pouvez traîner derrière vous alors que vous vous battez constamment, a-t-il affirmé. Radio J, 14h07 et la suite de l'actualité israélienne, Gabriel Attal. Les médias israéliens évoquaient justement ce matin cette épée de Damoclès qui flotte au-dessus de l'État hébreu. Une 4e élection, revue de presse de Daniel Haïk en partenariat avec le studio Kalita. Yuval Karni fournit 3 raisons pour lesquelles on va effectivement, selon lui, vers de nouvelles élections, mais également 3 arguments tendant à prouver le contraire et qu'au bout du compte, le gouvernement se maintiendra. Les 3 raisons pour lesquelles, on va selon lui vers des élections. Premièrement, l'atmosphère de conflit, voire de guerre entre le Likoud et Bleu-Blanc qui règne au sein de la coalition gouvernementale. La colère des orthodoxes qui en veulent à Bleu-Blanc d'avoir violé la discipline de la coalition hier en soutenant cette loi, mais qui en veulent aussi au Likoud pour s'être montré incapable de faire respecter la discipline parlementaire. Et en fait, 3e raison, le budget de l'État, puisque de l'avis des commentateurs, Benyamin Netanyahou semble déterminé à faire voter un budget uniquement pour l'année 2020, alors que Benny Gantz voudrait aussi inclure le budget pour l'année 2021. Et cela, donc, Benyamin Netanyahou semble prêt à le faire, même au prix d'élections anticipées. On devrait être fixé d'ailleurs sur ce dernier point avant le 25 août, date à laquelle si le budget n'est pas voté, la Knesset sera dissoute automatiquement. Pourquoi n'y aura-t-il pas d'élection maintenant, selon Yuval Karmi? 3 raisons. Parce que d'abord, le Likoud et Bleu-Blanc comprennent qu'ils sont dans le même bateau et que les orthodoxes sont furieux alors qu'ils pourraient ensemble redresser la barre. Deuxièmement, parce que tant pour le Likoud que pour le parti Bleu-Blanc, se projeter vers des élections aujourd'hui est un pari dangereux au vu des derniers sondages qui ne sont favorables ni au parti de Benny Gantz ni au parti de Benyamin Netanyahou. Et enfin, parce qu'il est temps de faire montre face à la crise de responsabilité nationale et de se focaliser sur le traitement de cette crise ou du rebond de la crise du coronavirus. Les quotidiens et les sites d'information orthodoxes annoncent que les députés du judaïsme unifié de la Torah et de Chasse, furieux de voir le comportement irresponsable de la coalition, ont décidé de mettre le dos au mur Benyamin Netanyahou et Benny Gantz. Ils ont annoncé leur décision de déposer 2 projets de loi qui vont à leur tour ébranler la coalition. Le premier, la fameuse loi de contournement de la Cour suprême par la Knesset, qui est soutenue certes par le Likoud, mais rejetée par Bleu-Blanc. Et le second, c'est une loi, qui concerne purement le public orthodoxe, qui interdit la consommation de Hametz à Pessah dans les hôpitaux israéliens. Une manière pour les orthodoxes de dire, si chaque parti met en avant les lois qui lui sont chères, nous allons nous aussi en faire de même. Et que personne ne s'avise de ne pas les voter, sinon, menace les orthodoxes, cela ira mal. Voilà où on en est ce matin, dans une coalition qui a été formée, je vous le rappelle, pour lutter dans l'unité et la réconciliation contre le coronavirus, mais qui visiblement s'occupe d'une multitude de projets de loi qui sèment la division et la confrontation, peut-être donc sur la voie de nouvelles élections. D'ailleurs, le Haaretz, lui aussi, semble pencher pour cette option, puisqu'il explique sous la plume de Chaim Levinson que Benyamin Netanyahou a décidé de ne pas céder sur le dossier du budget et de projeter le pays vers des élections en novembre prochain.
Le bilan du coronavirus en Israël à présent. Le ministère de la Santé a rapporté 2032 nouveaux cas positifs les dernières 24 heures. 295 patients sont dans un état grave et 79 sous assistance respiratoire. 433 personnes sont décédées du coronavirus au total depuis le début de la pandémie en Israël. Radio J, il est 14h11. On va marquer une courte pause et on revient tout de suite pour la suite du journal. Retrouvez Radio J sur notre page Facebook. Blessing and Success met à votre disposition sa conciergerie personnalisée en Israël. Recherche et gestion de biens immobiliers, suivi de travaux, décoration, intendance, babysitting, chef à domicile, réservation de spectacles et loisirs. Sandra El-Kaïm et son équipe s'occupent de tout pour que votre quotidien en Israël ne soit que luxe, calme et sérénité. Blessing and Success by Sandra El-Kaïm. bs-touring.com 00 972 2 502 20 41. 14h11, Radio J, la suite du journal magazine. Gabriel Attal. Oui, Philippe, Benyamin Netanyahou a nommé hier soir le professeur Roni Gamzou en tant que commissaire au coronavirus dans le pays après que Gabriel Barabash ait refusé le poste. La candidature de Barabash, ancien directeur général du ministère de la Santé, a été rejetée en raison de son insistance à recevoir la pleine autorité sur les décisions du ministère de la Santé et à élargir la portée de ses pouvoirs. Roni Gamzou, actuel PDG du centre médical Ichilov de Tel Aviv et ancien directeur général du ministère de la Santé, a affirmé avoir accepté le poste de tsar du virus sans hésitation par sentiment de responsabilité nationale. Le professeur Emmanuel Navon a évoqué cette nomination sur notre antenne ce matin. Il répondait aux questions de Steve Nadjar. C'est ce que j'ai dit en ouverture, c'était le candidat idéal et malheureusement, il n'a pas pu être nommé justement parce que le Premier ministre et le ministre de la Santé n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur les pouvoirs de ce directeur général du projet de la Corona. Le professeur Barabash était sans doute le meilleur candidat pour gérer ce projet, mais là encore, un blocage total au niveau du gouvernement. Comme je l'ai dit, un gouvernement qui n'arrive pas. Mais la faute à qui, Emmanuel Navon? On évoquait dans la presse ces derniers jours donc ces divergences entre Benyamin Netanyahou et Yuli Edelstein. On dit que le professeur Barabash souhaitait ne rendre des comptes pas seulement au ministre de la Santé, mais être directement rattaché au Premier ministre, alors que ça bloquait visiblement du côté du ministère de la Santé. Est-ce que Benyamin Netanyahou, dans ce cas précisément, aurait dû finalement imposer sa décision à son ministre? Je pense que oui, mais aujourd'hui, les décisions de Benyamin Netanyahou laissent véritablement pantois. On se demande comment il prend ses décisions. Hier soir encore, son entourage confirmait qu'il compte se diriger vers des élections anticipées au mois de novembre. On va en reparler tout à l'heure. Après 3 élections consécutives, après un échec total sur la gestion de la crise du corona, et vous me demandez comment est-ce que Netanyahou prend ses décisions, je pense que c'est encore un autre exemple. Il a perdu une forme d'autorité, selon vous, sur un certain nombre de ses ministres qui, évidemment, préparent peut-être d'une certaine manière l'avenir et les lendemains du Likoud post-Netanyahou? Vous savez, Netanyahou, avant les élections précédentes, avait affirmé qu'il n'avait aucun problème à gérer le pays et parallèlement gérer son procès. Or, ce dont on s'aperçoit, c'est que gérer un pays qui est touché comme tout le monde par la crise du corona, gérer un pays qui a également son conflit latent avec l'Iran, pendant que le tribunal de grande instance de Jérusalem a déterminé qu'à partir du mois de janvier, il y aura 3 sessions par semaine dans le procès de Netanyahou, on ne voit pas comment cela est possible dans les faits. Je vous rappelle qu'il y a encore 1 mois et demi, alors que Israël n'avait pas encore été touché par la crise du corona, par la deuxième vague, eh bien Netanyahou ne parlait que du sujet de l'annexion. Il faut bien comprendre un autre point, c'est que Netanyahou n'a pas de cabinet. Son cabinet est vide. Tous les gens de qualité ont fui ou il les a fait fuir. Aujourd'hui, il micromanage tout. Il n'y a personne de sérieux autour de lui et il est entouré de gens médiocres qui font son éloge du matin au soir. Il n'y a pas de gens de talent autour de lui. Il y a un vide véritablement gestionnaire et administratif autour de Netanyahou, de son cabinet, qui est vide de gens de qualité. Et cela aussi fait partie du problème. Vous dites, Emmanuel Navon, Benyamin Netanyahou micromanage tout.
Est-ce qu'il navigue à vue dans sa gestion des différents problèmes? On a vu que la question de l'annexion, qui est figurée parmi tout en haut au sommet des priorités, finalement être écartée depuis le début du mois de juillet devant la crise du coronavirus. Est-ce que le cap est bien tracé et bien suivi par le Premier ministre? Non seulement non, mais il ne gère pas non plus sa coalition. Je veux dire par là encore, hier soir, il y a eu un vote à la Knesset sur un projet de loi dans lequel une partie de la coalition a voté avec l'opposition. Ce genre de vote indique bien que le Premier ministre ne maîtrise pas sa coalition. Je veux dire par là, lorsqu'un parti de la coalition vote avec l'opposition, cela indique tout. Justement, on va revenir sur cette loi. La coalition a été particulièrement divisée hier après le vote d'une loi présentée par le parti Meretz et son président Nitzan Horowitz, qui interdit les thérapies de conversion pour les personnes à tendance homosexuelle dans certains milieux religieux. Qu'est-ce que révèle finalement cette nouvelle crise, pourrait-on dire, au sein de la coalition? Est-ce une manière pour Kahol Lavan, comme on peut le lire ce matin dans la presse israélienne, une manière de rendre la monnaie de sa pièce à Benjamin Netanyahou après des divergences importantes sur la mise en place d'une commission d'enquête sur les juges? Est-ce une manière pour Benny Gantz de préparer les futures élections en envoyant un message à son électorat? Je pense que cela indique clairement que Kahol Lavan est convaincu à ce stade que Netanyahou compte effectivement aller à de nouvelles élections en n'approuvant pas le budget, puisque je rappelle que d'après la loi en Israël, un gouvernement qui n'a pas de budget après 100 jours de sa nomination, la Knesset se dissout automatiquement. Et 100 jours, c'est la fin du mois d'août. C'est la fin du mois d'août. Donc si d'ici la fin du mois d'août, Israël n'a pas de budget, on se dirige vers des élections anticipées fin novembre. Je pense que Benny Gantz est convaincu que c'est exactement ce que veut Netanyahou, ce qui est évidemment complètement irresponsable en pleine crise du corona. On ne sait même pas si des élections pourraient avoir lieu. Comment voulez-vous avoir des élections avec les restrictions de distance sociale et en pleine crise du corona? Donc je pense que ce comportement est de plus en plus irresponsable. Si cette décision de Netanyahou est confirmée, cela sera la confirmation finale qui n'est tout simplement plus apte à être Premier ministre. Est-ce que Benny Gantz peut, sous la pression, céder sur cette question du budget? L'accord de coalition prévoyait un budget sur 2 ans. Finalement, Benjamin Netanyahou indique que, compte tenu de la gravité de la crise du coronavirus, crise multidimensionnelle, il est préférable de voter seulement sur un budget annuel. Benny Gantz insiste pour que l'accord de coalition soit respecté. Est-ce que finalement il peut céder sur cette question pour éviter de nouvelles élections qui ne seraient pas forcément très favorables, mais ce sera peut-être également le cas pour Benjamin Netanyahou? D'abord, il faut préciser qu'effectivement, l'accord de coalition parle d'un budget biannuel. Mais ça n'est pas exact dans les faits. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà au mois d'août, presque au mois d'août. Si le budget est approuvé, disons, au mois de septembre, cela signifie que le budget sera pour le mois de octobre, novembre, décembre. Donc c'est 3 ou 4 mois. Donc ce serait les 3 ou 4 derniers mois de l'année 2020 et l'année 2021. Donc ça n'est pas un budget de 2 ans. En fait, ce serait un budget de 1 an et 4 mois. Il n'y a aucune logique et aucune raison d'approuver 2 budgets séparés, l'un pour les 3 derniers ou 4 derniers mois de l'année 2020 et ensuite un budget pour l'année 2021, alors que justement il faut prévoir à long terme, justement à cause des conséquences économiques de la crise du corona. Donc l'argument du Premier ministre n'est tout simplement pas crédible, outre le fait qu'il y a un accord très clair dans l'accord de coalition que le budget doit être un budget biannuel, mais encore, comme je l'ai expliqué, en fait, il s'agit d'un budget de 1 an et 4 mois. C'était Emmanuel Navon. La police a arrêté 13 manifestants hier soir suite à des affrontements entre forces de l'ordre à Jérusalem et des orthodoxes lors d'un rassemblement. Ces derniers protestaient contre l'arrestation de Benjamin Friedman, étudiant de Yeshiva il y a environ 3 mois. L'élève est soupçonné d'avoir agressé un policier. Les manifestants ont incendié des bennes à ordures pour perturber la circulation et ont jeté des poubelles en feu vers les forces de l'ordre.
Tsahal a renforcé ce matin le commandement du Nord avec des troupes d'infanterie supplémentaires face à la hausse des tensions avec le Hezbollah. Un bataillon et plusieurs soldats en plus ont été déployés dans la division Galilée du commandement du Nord, alors qu'un combattant du groupe terroriste libanais a été tué lors de frappes attribuées à Israël dans la nuit de lundi à mardi en Syrie. Un soldat de la brigade Nahal de Tsahal est mort hier lorsqu'un camion s'est renversé sur la route dans la région du Hermon, sur le plateau du Golan. Le caporal Shahar Al-Ghazar, âgé de 20 ans du Moshav Ra'anen, dans le sud d'Israël, a été tué lorsque le véhicule est sorti d'une route étroite et sinueuse et s'est renversé sur sa position, le piégeant en dessous. Il a été promu au grade de sergent à titre posthume. Un autre militaire a été blessé et a été transporté au centre médical Rambam à Haïfa. L'incident fait l'objet d'une enquête de la police militaire selon l'unité du porte-parole de l'armée israélienne. Radio J, 14h21 et la suite de l'actualité internationale avec Gabriel Attal. Oui, Philippe, le tribunal de Hambourg en Allemagne a condamné l'ancien gardien du camp de concentration de Stutthof à une peine de 2 ans avec sursis après avoir été accusé de 5232 chefs d'accusation de complicité de meurtre. L'acte d'accusation déclare que Bruno D. pouvait entendre les cris des Juifs mourant dans la chambre à gaz du camp de la mort de l'Allemagne nazie depuis son poste dans une tour de garde et regarder quotidiennement leur corps être transportés au crématorium pour être transportés en cendres. Bruno D. a aujourd'hui 93 ans. Il était âgé à l'époque de 17 ans. Et après les îles Baléares, l'Espagne a adopté la définition de l'antisémitisme de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste. La Fédération des communautés juives d'Espagne a publié hier un communiqué remerciant le gouvernement espagnol pour sa décision. De nombreux pays ont adopté la définition de l'antisémitisme de l'IHRA, dont l'Argentine en juin dernier et la Serbie également. En France, le gouvernement promet de ne laisser aucun jeune sans solution. Le Premier ministre Jean Castex a détaillé ce matin le plan de l'exécutif pour soutenir les quelques 700 000 jeunes qui s'apprêtent à entrer sur le marché du travail dans un contexte marqué par une crise sanitaire et économique particulièrement violente. Ce plan d'une enveloppe globale de 6,5 milliards d'euros sur 2 ans prévoit notamment une compensation de 4 000 euros pour les entreprises qui recruteront un jeune de moins de 25 ans pendant plus de 3 mois entre août 2020 et janvier 2021. Cette prime appliquée jusqu'à 2 SMIC sera versée trimestriellement pendant 1 an au plus. Le gouvernement espère que ce coup de pouce permettra la signature de 450 000 contrats. Jean Castex a insisté sur cette enveloppe de 6,5 milliards d'euros qui représente un effort de l'État. On faisait, voyez, grosso modo 3,5 milliards chaque année dans ce domaine. J'inclus tout, 3,5 milliards d'euros, c'est pas mal. Bon, 3 milliards, 10 milliards, 20 milliards, c'est pas trop, mais 3,5 milliards. On va rajouter dans notre fameux plan de relance, à ça, on va garder ça, 6,5 milliards en plus. C'est jamais vu. Jamais vu. Parce qu'encore une fois, on a le sentiment à la fois que la crise pourrait être violente et qu'en même temps, elle peut représenter une opportunité pour reconvertir notre pays, notre économie, pas simplement notre industrie, bien sûr. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a indiqué hier soir sur France 2 que l'État allait distribuer gratuitement 40 millions de masques grand public lavables aux 7 millions de Français les plus pauvres. Le ministre a assuré qu'il est évident que la France ne laissera pas des personnes dans l'incapacité de s'équiper en masques. Olivier Véran a précisé comment seront envoyés ces masques aux bénéficiaires. Et de manière à ne leur demander aucune démarche pour être sûr que les masques arrivent à bon port, nous passons un contrat avec la Poste, que je remercie pour sa diligence, et qui s'est engagé à, dans quelques jours seulement, être capable d'envoyer directement au foyer de ces Français des masques gratuits pour une protection de 3 mois. Et par ailleurs, l'assurance maladie remboursera à 100% des masques chirurgicaux pour 2 millions de Français qui, eux, sont porteurs de vulnérabilité médicale. Et à présent, je me tourne vers Alexandra Sénigou pour la météo du jour. Bonjour Alexandra. Bonjour Gabriel. Quelles sont les prévisions pour aujourd'hui ?
Aujourd'hui en Ile-de-France, de belles éclaircies avec 26 degrés cet après-midi à Paris. Au programme de ce jeudi, chaleur et ciel bleu sur toute la France. Dans l'Est, un très bel après-midi en perspective avec 29 degrés du côté de Strasbourg. Du soleil dans la vallée du Rhône, il fera 32 degrés à Lyon. Un peu plus d'air frais sur la côte normande avec 20 degrés cet après-midi à Deauville. De la chaleur également à Bordeaux avec 30 degrés. Sur le pourtour méditerranéen, temps idéal pour la plage avec 28 degrés à Juan-les-Pins, 27 à Nice et 34 à Marseille. Et le temps en Israël, Alexandra, on sort les chapeaux et les serviettes de plage? Exactement, Gabriel. En Israël, pas un nuage à l'horizon avec 33 degrés à Jérusalem et Tel Aviv cet après-midi. Il fera 32 degrés du côté de Netanya et le mercure atteindra son apogée à Eilat avec 42 degrés. Merci Alexandra. Radio J, il est 14h26, c'est la fin de ce journal. Retour de l'information à 15h avec le flash. Et dans un instant, vous retrouvez le Sioum du traité Tamid du Rav Levi Asimov. Bon après-midi à tous.